Du coup, moi, je suis là, c'est pour arriver quand même à changer. Je n'aimerais pas aussi que les gens continuent à me considérer comme un présentateur, mais beaucoup plus, mais beaucoup plus comme quelqu'un qui est là pour inciter les gens à arriver quand même à prendre, à inciter la conscience collective de tous les participants avec qui nous sommes dans ces assises. Je suis là, au fait, c'est pour parler de la pollution plastique du lac Kivu, qui est un défi auquel nous faisons face. Ce n'est pas le lac Kivu qui fait face à cette pollution, ce n'est pas la municipalité qui fait face à cette pollution, mais c'est nous tous, les riverains des quatre villes, notamment la ville de Bukavu, la ville de Goma, la ville de Gisenyi et la ville de Kamembe. Aujourd'hui, je souhaite ce qui est vrai parler d'un défi majeur qui menace la richesse et la vie autour de la Kivu. La pollution plastique. C'est le lac Kivu en question, qui nourrit et fait vivre des millions de personnes, subit une croissante, une pression croissante des déchets plastiques qui polluent les eaux, comme vous le voyez sur la photo qui est présentée là-bas. Sur la photo, vous voyez une femme et un jeune homme qui sont en train de parcourir le lac Kivu, mais à leur surprise, au lieu de voir les tilapias, les sambaza, ils sont en train de faire face aux déchets plastiques qui flottent sur le lac Kivu. Et c'est ainsi que je vous invite donc à explorer avec moi les causes, les impacts et surtout les solutions possibles pour protéger les lacs Kivu face à cette menace qui est vraiment silencieuse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la ville, surtout de Bukavu. Tout le monde, en pensant, en traversant les lacs de Goma à Bukavu, de Bukavu à Goma, nous sommes en train toujours de voir des déchets plastiques qui flottent sur les eaux du lac Kivu. Et notre plan de présentation va se focaliser sur quatre points. Sur quatre points. On ne va pas vraiment s'atteler beaucoup plus sur les données intello, je dirais, à caractère beaucoup plus scientifique, malgré que nous nous sommes focalisés à utiliser une revue de littérature, mais on va s'atteler sur ces points que je vais vous présenter tout de suite. On va s'atteler sur l'impact écologique d'une façon vraiment terre à terre, pas analyser les données chimiques, les données physico-chimiques. Non, on va s'atteler sur les impacts écologiques que même la maman qui vend des sambazas peut arriver quand même à voir à nous dire quels sont les impacts écologiques par rapport à cette prolifération des déchets plastiques. On va aussi s'atteler sur les effets socio-économiques parce que ce sont nos familles, ce sont nos communautés qui en pâtissent face à cette prolifération des déchets plastiques. Et par après, on va parler des dynamiques, de la dynamique des paix. Parce qu'on a toujours dit que là où il y a une ressource partagée, on doit toujours arriver à avoir des gens qui arrivent à partager une même vision de voir les choses afin d'arriver à co-créer des solutions pour juguler les défis auxquels le gars qui vous fait face. Et par après, c'est le mécanisme de réponse. Et par rapport au mécanisme de réponse, ce n'est pas moi qui va arriver quand même à proposer des mécanismes, des solutions, des suggestions. C'est tous les participants qui, avec qui nous sommes, nous sommes, qui arrivent à participer à cette présentation. Ils vont quand même à proposer quelque chose et par après, on va finir cette présentation tout en ayant quand même des propositions et des solutions venant de toute personne ayant pris
conscience de mener une action, petite ou grande soit-il, pour la protection des zones de reproduction des poissons. Je n'aimerais pas continuer ma présentation sans pour autant présenter, situé dans, pas dans le temps, mais dans l'espace, le lac Kivu, qui fait à la une de notre présentation d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas le lac Kivu est situé entre la RDC et le Rwanda, c'est-à-dire c'est une ressource partagée. C'est un lac profond et méromictique du rift albertain, c'est-à-dire c'est un lac qui se trouve dans la région du rift albertain avec une richesse en biodiversité aquatique, mais fortement menacée par la pollution, la surpêche et l'urbanisation du littoral. Ce sont des phénomènes auxquels nous faisons face et toute personne ayant déjà vécu à Bukavu, Goma, peut arriver quand même à identifier ce genre de pollution. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup plus, ce n'est pas la quantité de l'eau du lac Kivu, ce n'est pas sa profondeur, mais c'est l'espèce Limnotrista myodon, qu'on appelle communément les Sambaza, qui nous intéresse beaucoup plus parce que c'est une espèce qui contribue énormément à la survie de nos communautés, mais dont les zones de reproduction font face à... Il y a la question de la pollution des zones de reproduction de ces espèces par la pollution, par les déchets, la prolifération des déchets plastiques. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a plusieurs recherches qui ont déjà soutenu cette thèse. On peut citer par exemple le professeur Kandingini, qui est le plus grand sorcier de ce lac Kivu. On peut citer le professeur Massilia, qui est un expert en hydrobiologie, qui tous affirment que cette pollution des eaux du lac Kivu par la prolifération des déchets plastiques et miniers compromettent non seulement la sécurité alimentaire des populations riveraines, mais aussi l'équilibre écologique de toute la région. Vous connaissez tous hein, la théorie d'une chaîne trophique. Et il y a aussi, sur le plan socio-économique, il y a par exemple aussi les professeurs, le docteur Jean-Jacques Bagala, qui est parmi les chercheurs qui ont longtemps travaillé sur l'aspect biologique du lac Kivu. C'est un chercheur du Centre de recherche en sciences naturelles et le professeur Désiré Bayongwa, dont leurs études antérieures montrent que la dégradation des zones de frayère du lac Kivu constituerait une menace si l'aspect aussi si l'aspect de sécurité alimentaire, mais aussi sur les vécus quotidiens de la population riveraine. Parce qu'il y a plusieurs familles qui ont comme activité génératrice de revenus la pêche des Sambaza. Et pour bien continuer, j'aimerais partager avec vous une expérience. C'est une histoire, mais une histoire vraie, c'est une histoire réelle. Et de là, je vais partager avec vous l'histoire, les récits du clan Kaberebende. Pour ceux qui ne connaissent pas le clan Kaberebende, c'est parmi les anciennes familles, les anciens clans qui se sont installés autour de la rive nord de la Kivu, c'est-à-dire en commençant à Calais jusqu'à Bukavu, et qui n'avaient comme activité principale la pêche sur le lac Kivu. C'est-à-dire, il y a quelques décennies au bord du majestueux lac Kivu, le clan Kaberebende, qui est composé de plusieurs familles, c'est pourquoi on l'appelle clan, ne possédait ni banque, ni usine, mais possédait des pirogues. Et surtout, un savoir ancestral, c'est-à-dire les savoirs ancestrales, l'activité de pêche c'est devenu quelque chose de résistant. C'était transmis d'une génération, génération, d'une génération à une autre.
Et moi qui vous parle, j'ai eu la chance quand même de vivre, de côtoyer, je dirais, entre la quatrième ou la troisième génération de ces clans en question. Mais aujourd'hui, ces rêves collectifs vacillent. C'est-à-dire les clans Kaberende qui vivaient seulement de la pêche. Jadis, la pêche donnait mieux, mais actuellement, ça ne donne pas comme c'était dans les temps passés. Et ce ne sont pas les vagues du lac qui menacent leur avenir, mais des vagues de plastique. Au lieu qu'ils continuent à piéger les poissons, actuellement, ils ne font que piéger des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Les, à travers les savoirs qui étaient transmis d'une génération en génération, ces clans est parvenu quand même à se donner une bonne réputation en ce qui concerne l'activité de pêche sur les lacs Kivu. Ils ont créé des coopératives, ils ont soutenu des familles à travers des bourses même scolaires, et à la place des pirogues, ce sont des jeunes désœuvrés qui flottent entre chômage et colère. Dans le temps passé, ils avaient des coopératives qui arrivaient quand même à bien fonctionner. Ils avaient des pirogues qui arrivaient quand même à mener des poissons. Mais actuellement, ils n'arrivent pas à soutenir aux besoins notamment sur le plan scolaire et sur le plan sécurité alimentaire des, des familles qui dépendent de cette activité de pêche sur les lacs Kivu. Comprenez avec moi que la destruction, la question de la prolifération plastique, ce n'est pas seulement une question écologique, mais plutôt c'est une question qu'on devrait, qu'on devrait traiter dans, je dirais, en trois dimensions: écologique, économique, même aussi politique, même aussi politique. Et que donc, nous devons d'abord nettoyer nos eaux et réparer nos filets, nos filets qui n'arrivent plus à prêcher, à piéger le poisson. Sur le plan écologique, je ne voulais pas vraiment utiliser beaucoup de données scientifiques, beaucoup de formules. Je voulais juste vous montrer qu'il y a une corrélation entre la prolifération des déchets plastiques dans les zones de reproduction des poissons et la surexploitation de ce poisson. Parce que tous ces deux paramètres nous conduisent vers la faible production. Parce que quand il y a la prolifération des déchets plastiques dans les zones de frayère, ce qui est vrai que ça, on ne peut pas arriver à trouver euh, les déchets plastiques dans le 100% des zones de reproduction des poissons. Mais dès que la majorité des zones de reproduction des poissons sont polluées, le peu de zones qui restent, c'est tout le monde, c'est tous les pêcheurs qui arrivent à se diriger vers les zones en question, et on arrive à remarquer la surexploitation. Et dès qu'il y a une surexploitation, on arrive à vivre maintenant une faible production de ces poissons. Et quand il y a une faible production, du coup, on fait référence à la loi de l'offre et de la demande. On continue. Dès qu'il y a une faible production par rapport à la loi de l'offre et de la demande, il y a il y a le chômage. Il y a le chômage parce que l'activité de pêche devient de plus en plus non attrayante, comme c'était dans les temps passés. Il y a souvent, il y a des pêcheurs qui peuvent même faire une semaine sur le lac Kivu sans pour autant piéger piéger même 20 tonnes de sambaza. Et du coup, l'activité devient moins attrayante. Il y a aussi, quand il y a le chômage, il y a des ménages qui n'arrivent pas à avoir des moyens pour assurer la survie de leur famille. Du coup, on vit l'insécurité alimentaire au niveau des ménages. Parce que par rapport à l'insécurité, c'est qu'il y avait la majorité des sambaza, par exemple, qui étaient pêchés dans les temps dans la baie de Bukavu n'arrivait pas à être consommé à grande partie par les ménages pêcheurs, mais c'est Bukavu qui consommait la grande partie. Mais par contre, il y avait
il y avait nécessairement, par exemple, les Mbougou, une autre espèce qu'on ne pouvait pas amener à Bukavu, mais qui était laissée pour l'alimentation des ménages pêcheurs. Mais actuellement, il n'y en a pas. Et ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent. Il y a aussi l'augmentation du taux de la déperdition scolaire. Parce que quand les ménages n'arrivent pas à avoir de moyens, du coup, ils n'arrivent pas à payer la scolarité de leurs enfants et les enfants sont voués à leur testostérone. Ils abandonnent l'école et dans nos villes, dans nos cités, on arrive quand même à identifier beaucoup d'enfants qu'on appelle communément les maïbobos. Parce que si vous regarderez avec moi, si on met à côté la ville de Bukavu, les grandes cités, on prend Birava, pour ceux qui connaissent la région, si on prend Birava, Kavumu, Louis, c'est là où on arrive actuellement à avoir un bon nombre des enfants appelés communément Maïbobo parce que ils ont, les milieux sont devenus de plus en plus précaires. Et la photo que vous voyez ici, vous voyez, ce sont des enfants. Quand il y a du chômage au niveau de leur ménage, il y a de l'insécurité alimentaire, il y a un taux de déperdition scolaire qui augmente et les enfants se retrouvent dans la rue et du coup, ils cherchent à se créer des sources d'opportunités économiques. Et comme il y a certains sites miniers, ici, la photo que je vous présente, c'est les enfants se trouvent dans les sites miniers de Louis, ils préfèrent aller vagabonder, ils préfèrent aller voir comment est-ce qu'ils peuvent aller, ils peuvent avoir des sources d'opportunités dans les carrés miniers. Et pourtant, nous savons nous tous que les enfants ne sont pas appelés à œuvrer dans les sites miniers. Et tous ces sites en question ont un impact si aussi ces sites, l'exploitation minière, par exemple, à Louis, vient exacerber la pollution de ces zones de reproduction des poissons. Parce que l'eau qui est utilisée dans les sites en question provient du lac. Et comme merci, les eaux usées, les eaux usées ici de ces sites miniers sont encore déversées dans les lacs Kivu. C'est vraiment quelque chose à déplorer. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de penser comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut réunir beaucoup d'acteurs pour arriver à proposer des pistes de solutions. Des pistes de solutions dans le sens où on incite quand même à inviter tout le monde à prendre une conscience collective environnementale, d'aider aussi échanger sur qu'on arrive à créer une plateforme pouvant nous permettre à échanger sur les expériences, mais aussi, enfin, mais aussi, enfin, de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut arriver à créer des incubateurs, des centres d'apprentissage des métiers, notamment vers ou autres métiers, qui pourront nous permettre d'avoir accès aux opportunités économiques. Parce que pour bien me comprendre, ici, on voulait beaucoup plus se focaliser sur les perspectives d'action pour une dynamique de paix durable autour vraiment du lac Kivu. Parce qu'on a toujours dit que la paix se construit dans des liens tissés au quotidien par la coopération, la solidarité et le partage des ressources. Mais aussi, pour y arriver, on doit voir comment renforcer la croissance collective environnementale. Parce que en menant, par exemple, des campagnes de transfrontalières, parce que comme c'est une ressource partagée entre les Rwandais et le Burundi, on doit arriver à mener des campagnes transfrontalières de sensibilisation à la protection de ces lacs, qui est une source commune. Deuxièmement, voir comment promouvoir une identité écologique commune entre les communautés riveraines, entre la RDC, le Rwanda, voire même le Burundi. Parce qu'actuellement, ce qui nous manque aussi, c'est avoir une identité écologique. On a déjà
construit, participer à la construction, à la mise en place de beaucoup de plateformes qui ont de diverses identités, des genders, lutte contre les sida, lutte contre les violences basées sur les genres. Mais jusque-là, nous ne sommes pas, nous les écologistes, nous ne sommes pas encore arrivés à promouvoir l'identité écologique. Aussi, voir comment impliquer les leaders. Sur base de la promotion de cette identité écologique, on peut voir comment travailler avec les différents leaders, les communautaires, les écoles, les églises, pour faire du lac Kivu symbole de coexistence. Parce que c'est une ressource qui contribue énormément au vécu quotidien d'un bon nombre d'individus dans la région. Avant de terminer, nous devons voir comment encourager les échanges d'expériences et de savoirs locaux. Parce que si à un certain moment, on ne peut pas se voiler, on ne peut pas rester quand même naïf. Si, si au Congo, on peut arriver à bien gérer les zones des frayères, et qu'au Rwanda, ils ne sont pas en mesure de le faire. Pourquoi ne pas créer un cadre pouvant nous permettre d'échanger les, d'échanger, avoir un cadre pouvant nous permettre d'échanger les expériences par rapport aux histoires de succès. Mais ça peut nous permettre aussi quand même de contribuer à la construction des mécanismes pouvant nous permettre à résoudre la question de la prolifération de déchets plastiques, mais aussi valoriser les pratiques durables, notamment la pêche responsable, l'agriculture écologique par des ateliers partagés. C'est dans le cadre seulement d'échanges d'expériences. Enfin, voir comment documenter et diffuser les récits de résilience comme moteur de cohésion sociale. Si la partie rwandaise est bien gérée, si la partie burundaise est bien gérée, pourquoi ne pas s'interroger? Pourquoi ne pas aller vers cette partie-là qui arrive quand même à avoir des mécanismes les plus appropriés pour bien protéger les lacs en question, afin de leur demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réunir nos efforts afin qu'on arrive quand même à proposer à notre niveau aussi des pistes de solutions pour la protection de ces zones de spray. C'est pourquoi c'est la photo des jeunes qui sont là. Vous remarquerez que tous les 17 objectifs de développement durable sont subventionnés. C'est-à-dire actuellement, pour la protection de ces zones, on s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme en sciences de l'environnement, en environnement et développement durable, en biologie, en botanique. On a besoin de tout le monde qui est censé, qui voit que sa contribution nous aiderait quand même à apporter des solutions tant soit peu pour la protection de ces zones de frayeurs. Et en résumé, on peut se dire que la paix autour du lac Kivu passe par une gestion commune de ses richesses, des opportunités partagées, des actions collectives qui renforcent la solidarité au-delà des frontières. C'est-à-dire, il est maintenant question. Vraiment, ma présentation, ce n'est pas vraiment une présentation scientifique, mais ça se focalise sur mon premier point par rapport à la dynamique des paix, qui consiste à conscientiser les communautés autour d'une identité écologique afin que, afin qu'on arrive à avoir beaucoup d'organisations de la société civile, beaucoup des entreprises du secteur privé, beaucoup de leaders politiques qui arrivent quand même à comprendre que la protection de l'Arkivu, c'est une question qui nous intéresse tous. Et c'est à travers cet appel que je nous demande tous de voir comment rejoindre, redynamiser, co-créer des initiatives déjà entreprises autour de cette protection de lac Kivu. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yannick, pour une présentation vraiment efficace et très, très, très profonde. Merci pour ça. Et commencer avec notre session questions-réponses.
Si vous avez une question, un commentaire, une participation quelconque, sentez-vous libre de poser la question dans le chat box ou de lever votre main. On va vous donner la parole. Et donc, je vois quelqu'un avec le non-lien ouvert. Merci d'ouvrir votre micro et de poser votre question ou apporter votre commentaire. Voilà, merci beaucoup, Madame la modératrice. Vous me saisissez très bien. 100%, oui. Alors, je suis Josué Ngombe. Je suis à Kinshasa actuellement, en RDC. Je suis chercheur au Centre de recherche en foresterie et biodiversité tropicale de l'Université de Kinshasa. Alors, je commence d'abord par féliciter l'intervenant pour la qualité de la présentation. Elle a été très simple, très claire, en tout cas bien précise, quoi. Alors, ce sujet m'a beaucoup intéressé déjà parce qu'aujourd'hui, chez nous à Kinshasa, il y a eu ouverture du deuxième forum du bassin du Congo qui aborde les questions de l'eau. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas assister à ces webinaires qui parlent de la pollution plastique dans notre lac Kivu? Alors, j'ai quelques questions et quelques préoccupations, bien sûr, parce que j'ai suivi très religieusement l'intervenant. Ma première question, c'est je voudrais revenir sur ce que l'intervenant a dit. Il a parlé d'un concept que je trouve un peu ambigu. Il a parlé de l'identité écologique. Alors, je voudrais un peu qu'il essaye de nous expliquer, qu'il essaye de m'expliquer qu'est-ce qu'il entend par identité écologique et comment concrètement on peut se créer cette identité écologique. Là, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que dans son speech, il a plus parlé d'une espèce que j'ai retenue, j'ai même mentionné le nom Sambaza. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est ça. Alors, j'aimerais savoir, à part cette espèce, quelles sont les autres espèces que l'on retrouve sur le lac Kivu? Parce qu'en tout cas, comme il a dit lui-même, mais je pense que cette conférence est aussi scientifique, ça va nous aider à comprendre même notre richesse par rapport à cet écosystème. Permettez d'aller rapidement. La troisième question, c'est, je l'ai beaucoup entendu parler des zones de frayère, des zones de frayère. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi une zone de frayère? Est-ce que, étant sur place, ils ont déjà eu à cartographier les zones de frayère de lac Kivu, disons même du côté RDC? Si oui, il en existe combien? Donc, c'est quoi une zone de frayère? Est-ce qu'ils ont déjà pu cartographier les zones de frayère du côté RDC? Si oui, il y en a combien? Une autre préoccupation, c'est au début, quand il a commencé, il a dit un concept qui m'a encore tiqué, c'est chaîne trophique. Il a même dit que tous connaissons le processus de chaîne trophique. Alors moi, je dirais non, parce que j'aimerais bien comprendre ça. S'il peut nous expliquer c'est quoi le processus de la chaîne trophique et en réalité, c'est quoi cette chaîne trophique? Alors, si vous ne me ravissez pas la parole, j'ai des autres questions parce que le sujet est intéressant. Peut-être, Alors, Monsieur Josué, peut-être lui donner le temps de répondre aux premières questions que vous avez posées, parfait, après quoi parfait. vous allez continuer. Mais Parfait, sinon, merci beaucoup. restez en ligne au cas où il y a une question qui n'a pas bien saisi. Vous pouvez En toujours tout cas, répéter. Monsieur je suis- Yannick, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur Josué, pour les questions qui sont vraiment très, très pertinentes et qui sont des caractères vraiment très, très aussi scientifiques. Et s'agissant de la première question, par rapport à l'identité écologique, vous savez qu'actuellement, il y a des courants, surtout pour des pays au niveau de l'Est-Afrique, au niveau aussi de l'Europe. Il y a des courants, des écologistes, il y a des politiciens qui arrivent à s'identifier comme des écologistes, ou qui ont comme ligne politique, c'est l'écologie. Protéger la Terre, protéger la planète, protéger les océans. Ça, c'est déjà une identité politique au niveau de la société civile aussi. Vous remarquerez qu'avec moi, on a moins de groupes thématiques des, des acteurs de la société civile qui se focalisent vraiment sur la question de la protection de l'environnement. Troisièmement, même au niveau communautaire,
Actuellement, on parle de réchauffement climatique, changement climatique. Ce qui est vrai, ce sont devenus des vocables qu'on raconte ici et là, mais la communauté n'arrive pas à comprendre. Les acteurs de la société civile, qui sont censés quand même à vulgariser les termes en question, mais aussi les actions à mener, n'arrivent pas à bien enseigner, mais aussi à engager la communauté dans la problématique en question. Sur le plan économique, dans les secteurs économiques, au niveau par exemple de l'Afrique, on parle des prix carbone, c'est en termes d'argent. Il n'y a que des investisseurs qui sont regroupés au niveau de l'Afrique qui peuvent arriver aussi à nous aider à piéger l'argent en question. Mais on n'arrive pas à bien comprendre et du coup, ça ne nous pousse pas vraiment à pouvoir mener des actions concrètes qui peuvent arriver vraiment à contribuer énormément pour la protection de l'environnement. C'est dans cet angle-là que j'aimerais qu'on arrive quand même à instaurer une identité écologique au niveau de notre pays. À travers cette identité, on pourra arriver à réunir, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les acteurs de la société civile. Et tant qu'on n'aura pas cette identité écologique qui sera créée par trois, qui sera influencée, pas créée, peut-être elle existe déjà, mais elle n'est pas encore, l'identité n'est pas encore influente, qui peut être influencé par toi et moi, toi qui es dans la recherche, quelqu'un d'autre qui est dans la société civile, quelqu'un qui est dans les secteurs économiques, on ne pourra pas vraiment à contribuer énormément pour la protection de l'environnement. Deuxièmement, par là de Sambaza, dans le lac Kivu, il y a plus de 50 espèces. Plus de 50 espèces. Et là, vraiment, je- plus de 50 espèces. Mais pour le moment, ce qui nous a intéressé beaucoup plus, c'est les Sambaza. Parce que les Sambaza, c'est l'espèce de poisson qui est beaucoup plus exploitée dans ce lac en question. C'est en termes de ça, pour avoir plus d'informations, on peut échanger des liens, on peut échanger des articles scientifiques qui peuvent te montrer, qui peuvent te donner beaucoup plus d'informations quant à ça. Même après cette rencontre, je serai toujours disponible à échanger avec toi. Il y a le professeur Massilia, il y a le professeur émérite Kaningini, il y a le professeur Jean-Jacques Bagalwa qui peuvent beaucoup plus parler sur les espèces des poissons que l'on retrouve dans le lac Kivu. Il n'y a pas seulement des poissons dans le lac Kivu, il y a aussi des microplanctons qu'on doit arriver à protéger aussi. La chaîne trophique, hein, j'aimerais que tu exploites aussi les dictionnaires, mais la chaîne trophique, je peux chercher à t'expliquer d'une façon, à t'expliquer ça d'une façon terre à terre. C'est la chaîne trophique, en parlant des chaînes, on voit déjà, c'est comme un cercle. Toi, Gédéon, tu manges la viande du bœuf. Il y a le bœuf qui broute de l'herbe. Il y a l'herbe aussi qui se nourrit de certains nutriments qui se trouvent dans ces sols-là. C'est-à-dire, en parlant du Sambaza, cette chaîne trophique, il y a les Sambaza, les poissons Sambaza qui dépendent des microplanctons qui sont dans les lacs et qui sont très bénéfiques pour la multiplication de ces poissons-là. Il y a les microplanctons pour qu'ils arrivent à se déplacer, à se développer dans les lacs on, on doit avoir certains nutriments organiques qui doivent les permettre quand même d'arriver à se multiplier. Il y a l'homme qui intervient là. Pour que l'homme arrive à manger du sambaza, il faut que les microplanctons arrivent à nourrir les sambaza. Et quand les sambaza sont bien nourris, on arrive à avoir une bonne quantité de sambaza. L'homme a de quoi manger sur sa table. Et c'est ça, d'une façon générale, d'une façon aussi terre à terre, l'explication d'une chaîne trophique. C'est-à-dire, il y a de l'interdépendance.
il y a de l'inter, il y a l'inter, pas, il y a c'est de l'interdépendance au fait. Parce que quand les poissons mangent les microns, les zooplanctons, il arrive quand même à produire, à déféquer dans dans les eaux du lac. Et les déchets en question arrivent quand même à donner aux zooplanctons de quoi à manger. D'une manière générale, c'est ça. Merci. Merci, Monsieur Yannick. Monsieur Josué, Oui, madame la modératrice. vous voulez continuer avec vos questions? Il a répondu à toutes vos questions. Il y a une question qui n'a pas répondu, c'est par rapport aux zones de frayère. Et est-ce Ah, qu'il y a déjà une étude sur la cartographie des saisons du côté RDC? Si oui, il en existe et combien? Parce que je pense que ça, c'est intéressant d'aborder ces thématiques, en fait. D'accord, Monsieur Yannick. oh, oui. Ce qui est vrai, il y a certaines initiatives qui sont entreprises qui ont été entreprises par rapport à la cartographie des zones de frayère. Notamment, il y a les professeurs Lutele et les professeurs émérites Kaningini, mais aussi Massilia, qui ont travaillé sur la cartographie des zones de frayère, surtout dans la baie de Bukavu. Mais ce qui est vrai, la cartographie des zones, hein, de frayère du lac Kivu mérite d'être actualisée. Parce que moi-même, bon, il y a une synergie des chercheurs. Il y a à peine 2 ans qui voulaient encore retravailler sur la cartographie des zones de frayères en question. Et l'objectif était de voir comment aussi arriver à réhabiliter certaines zones de frayères qui sont victimes de différentes formes de pollution. Mais ce qui est vrai, la cartographie mérite d'être actualisée. Merci. Merci, Monsieur Yannick. Monsieur Josué, on va revenir vers vous. On va donner aux autres l'occasion de poser aussi leurs questions. Il y a Monsieur Elvis qui était parmi les premières personnes à avoir posé de questions, mais dans le chat box. Elvis, si tu peux ouvrir ton micro et poser les questions de vive voix, ce serait mieux. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je salue la présentation du confrère Yannick. Je suis très ravi. Je voulais savoir, par rapport à la cartographie de pêcheurs qui travaillent actuellement sur le lac Kivu. Donc, est-ce que nous pouvons avoir les nombres exacts? Parce que ça aussi, de part et d'autre, que ce soit au Rwanda, que ce soit en RDC, de part et d'autre, ils sont à combien? Parce qu'eux aussi ils peuvent constituer, ils peuvent être à la base de la pollution, au fait, du lac par rapport au nombre. Deuxième question, c'est par rapport au respect de 10 mètres de rive. Si vous essayez de circuler sur le lac Kivu, vous allez voir que, en tout cas, le lac est envahi. Il y a des maisons qui ont toujours tendance d'entrer dans les lacs. Tout le monde cherche donc je ne sais pas, à chasser les lacs et avoir un peu d'espace pour sa parcelle. Et ça menace aussi, je pense, ça ne permet pas aux poissons ou à nos sambazas d'avoir un peu des nids là où ils peuvent avoir des œufs et pondre, au fait, pour avoir la croissance par rapport au nombre de sambazas, au fait, au nombre de kilos qu'on pouvait trouver ou le nombre de tonnes qu'on pouvait avoir dans les lacs. Et si on pouvait aussi réfléchir par rapport à ça, parce que je voulais avoir une compréhension par rapport aux perspectives, qu'est-ce que nous prétendons faire. Et la troisième question, j'aimerais savoir, en parlant du lac, je n'ai pas écrit ça, mais j'aimerais poser ça par rapport à ce qu'on parle toujours, les gaz. Parce qu'en fait, dans la présentation, on n'a pas senti la question du gaz qui se trouve dans le lac. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bombe à retardement, c'est un danger, au fait, pour les habitants. Est-ce que ça aussi, ça peut intéresser, que ça soit
parce que c'est dans ce cadre-là par rapport à la paix. Parce que si ce gaz peut constituer aussi donc une bombe pour exterminer la population, que ce soit de part et d'autre, voilà un peu mes petites questions que je voulais avoir de l'éclaircissement. Merci, merci, Monsieur Elvis. Monsieur Yannick. Merci beaucoup, cher collègue Elvis. Oui, oui, oui. Et s'agissant de la première préoccupation, moi, je ne les considère pas comme des questions parce que ce n'est pas une interrogation ou un examen. Ce sont des Non, préoccupations non. auxquelles nous Oui, tous, nous pouvons arriver à apporter des contributions. tout à Et fait. par rapport au nombre de pêcheurs, ce qui est vrai, il y a des coopératives. Les pêcheurs sont regroupés en coopératives. Il y a, il y a des coopératives qui sont gérées par le professeur émérite Kaningini, qui a vraiment, ça fait longtemps, il a travaillé sur la question de l'Akivu et l'encadrement des pêcheurs. Il y a les professeurs les Sirènes et Bonera, qui ont tous des coopératives, mais directement comme ça, moi, je ne peux pas avoir une idée sur les nombres exacts hein, des pêcheurs, mais aussi des coopératives. Mais il y en a. Et du coup, ça peut être pour une autre session, on peut arriver quand même à identifier l'un de ces quatre ou cinq professeurs qui contribuent à l'encadrement des pêcheurs pour venir nous présenter en ce qui concerne l'encadrement et tous les volets beaucoup plus socio-économiques hein, de pêcheurs sur le lac Kivu. Respect des 10 mètres des rives. Le lac Kivu, c'est une ressource partagée. De l'autre côté, on a le Rwanda, de l'autre côté, on a la RDC. Mais ce qui est bon, le Rwanda arrive quand même à respecter les 10 mètres, la politique des 10 mètres des rives du lac Kivu. Mais le plus grand problème réside au niveau de la RDC. Je sais que ton organisation est beaucoup plus impliquée dans certains groupes thématiques de la société civile du Sud Kivu. Oui, oui. Et vous savez combien d'actions certaines organisations, notamment la Sociarico, d'autres organisations, mais aussi notre plateforme que nous sommes en train de créer pour le moment. Vous savez qu'actuellement à Bukavu, on parle actuellement de la question des déchets plastiques à travers la plateforme que nous avons si implémentée dans les sites Kivu. Et c'est ça l'objectif hein, de notre présentation. Et c'est ça l'objectif hein, et c'est ça même notre mission de vouloir à tout prix impliquer beaucoup d'acteurs dans la question de la protection de l'environnement à travers la création de l'identité écologique. C'est-à-dire, Oui, demain oui. après-demain, tout le monde, il faut qu'on arrive quand même à avoir des politiques, des politiciens, des hommes d'affaires, des membres de la société civile, des chercheurs qui arrivent vraiment à se comporter comme des militants, pas seulement comme seulement des chercheurs, parce qu'on a des politiques déjà établies, on a beaucoup d'articles scientifiques qui pourrissent dans nos tiroirs, mais qui n'arrivent pas à être consommés, mais aussi qui n'arrivent pas vraiment à stimuler la communauté à s'approprier de la question environnementale. D'une manière, c'est comme ça, et que par rapport aux 10 mètres des rives, en prenant la baie de Bukavu, je dirais qu'à 80%, les zones de reproduction des poissons sont déjà occupées, sont déjà détruites suite aux constructions anarchiques. Et nous nous sommes dit qu'on ne va pas vraiment gaspiller notre énergie à continuer à s'attaquer aux gens qui ont construit dans la baie de Bukavu tout en ignorant la protection de ces zones-là. Mais comme Gédéon l'a suggéré, nous devons se concentrer beaucoup plus sur la cartographie de ces zones des frayères qui restent et ces zones qui sont un peu dégradées, mais qui nécessitent aussi une certaine réhabilitation. Et c'est ça la motivation de notre dynamique que nous sommes en train de créer au niveau de Bukavu. Merci. Merci, Monsieur Yannick. Monsieur Elvis, j'espère que vous avez été convaincu par les réponses. Et donc,
Nous avons une dizaine de mains levées. On peut ajouter en fait par rapport aux réponses de Yannick. Il n'y a pas de souci. Madame, merci beaucoup. J'ai salué avec beaucoup d'intérêt la présentation de Yannick. C'est un jeune activiste qui se donne au niveau de la ville de Bukavu en RDC. En fait, par rapport à la question de Elvis, hein, moi je pense que pour le compte du lac Kivu, on ne parle pas de 10 mètres de rive. On parle de 100 mètres de rive. Maintenant, je pense que suite au gouverneur, je ne sais pas qui, pour permettre en fait aux politiciens d'occuper le rive du lac, ils avaient voté un édit qui parle de 10 mètres de rive, mais quand on essaie d'exploiter la loi nationale sur l'eau, ça parle de 100 mètres de rive. Mais si vous regardez même au niveau du Rwanda, c'est respecté, mais de la RDC, ce n'est pas respecté. Il y a même tendance pour certaines personnes qui commencent de pierre au niveau du lac pour avoir des leçons vraiment à décourager les gens. En RDC, nous devons aussi respecter. Donc, à intérêt international, ce n'est pas à intérêt national. Ça, c'est un. Dédé, je pense que Yannick est revenu sur ça par rapport au nombre de pêcheurs au niveau du lac Kivu. Au niveau de la RDC, vraiment, c'est une chose qui n'est pas bien respectée. Mais si vous allez au niveau du Rwanda, les pêcheurs sont bien structurés par rapport à la RDC parce qu'il y a d'autres pêcheurs qui ne sont pas même pas dans les coopératives. Mais quand vous arrivez au niveau du lac, ils sont là, ils pêchent et puis à la fin, ils trouvent quand même du poisson. Et donc, moi, je pense que comme Yannick l'a suggéré, c'est une façon aussi d'aller vers les autorités, mais aussi des pêcheurs, pour voir de quelle façon ils peuvent se structurer. Parce que s'ils sont structurés, ça va nous permettre aussi à éviter l'insécurité au niveau du lac, mais aussi pas mal de désordres que nous voyons. Parce qu'au moins au niveau du lac, il y a pas mal de désordres, il y a même les gens qui sont tués du fait que les pêcheurs ne sont pas structurés à leur niveau. Et pour finir, en fait, j'aimerais revenir sur l'aspect, disons, des frayères parce que je vis, on a soulevé ça au niveau du Tchad. Et donc, la zone de frayères, c'est la zone maternité ou la partie rive du lac. C'est cette partie-là qu'on appelle encore zone de frayères où, selon la loi, c'est une zone qui doit être respectée et donc intouchable parce que c'est là où les poissons déposent leurs œufs et se multiplient. Mais quand on essaie de regarder les lacs Kivu, les zones de frayères, ce sont des zones les plus menacées et qui permet à ce qu'il y ait une diminution des poissons au niveau du lac Kivu. Mais aussi, on a parlé par rapport à la cartographie des zones de frayères. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'intervenir dans un projet de la GIZ où il parlait par rapport à la protection des zones de frayères. Je ne sais pas si je peux encore trouver les documents là, mais quand même, on a déjà cartographié les zones de frayères au niveau du lac Kivu et on les constitue en termes de bassins. Et donc, si je me rappelle, je peux chercher les documents et puis les mettre à la disposition en fait des acteurs en vue de nous permettre d'exploiter ça et de voir quelles seraient nos contributions parce qu'aujourd'hui, le lac Kivu est menacé d'une manière ou d'une autre et sans que les gens croisent les bras, nous devons vraiment intervenir avec les connaissances, avec les moyens, avec tout ce que nous connaissons vraiment pour sauver les lacs Kivu. Mais pour terminer, je ne vais plus en fait poser ma question, mais je pense que voici mes contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ladislas. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Ndungi. Monsieur Ndungi, vous pouvez poser votre question. Je suis le professeur Ndounia Dignité de l'Université de Kikwit. Je suis un chimiste environnemental, mais j'habite toujours Kinshasa. Mon problème est celui-ci. Je pars d'un raisonnement. Il y a les déchets plastiques, il y a la pollution
il y a les poissons. Ensuite, le lac Kivu est une ressource. Au Rwanda, on respecte. Mais en RDC, on ne respecte pas les cas. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi. En RDC, il y a un laisser-aller. Maintenant, quand je viens à ma question, comment ces déchets plastiques sont gérés là-bas? Alors, ça, c'est la première question. Et pourtant, il y a des ONG de là-bas. La deuxième question, vous savez, quand il y a la pollution, les poissons aussi sont pollués. Quel conseil vous pouvez donner à ces gens-là qui mangent ces poissons-là? Je pense que je m'arrête là, madame. Voilà un peu ma question. Merci, prof. Mon souci. Merci, prof, et contente de vous compter parmi nous. Monsieur Yannick, vous avez la parole. Merci pour ces questions qui sont aussi si pertinentes parce que quand on parle de la gestion des déchets, on fait référence aussi des différentes politiques qui sont mises en œuvre pour arriver quand même à bien gérer ces déchets. Et par rapport à notre site qui est la ville de Bukavu, on cherche à s'atteler sur l'identité écologique. Pourquoi? Parce que c'est une identité qui va nous aider quand même à mobiliser toutes les parties prenantes qui sont censées intervenir dans la gestion. On parlait pas, on évite même de parler de la gestion, on préfère parler même de la gouvernance des déchets dans nos milieux. Et que donc, on cherche aussi on cherche aussi à montrer les gens que les déchets ne doivent pas continuer à être vus comme des saletés, mais comme une matière première. Oui. Et que donc, à notre niveau, vu la légèreté, ça, on ne peut pas se le cacher par rapport aux différentes mesures liées à la gestion des déchets municipaux. On n'a pas de bonne politique. Et du coup, nous sommes censés à un certain moment de susciter la conscience collective auprès des associations, auprès des entreprises, pour qu'ils arrivent quand même à s'engager dans le recyclage de ces déchets. Mais deuxièmement aussi, comme des activistes, on cherche vraiment à influencer les décideurs à mettre en place des bonnes politiques pouvant leur permettre de bien gérer les déchets en question. Par rapport à la deuxième question, je l'avais souligné, je ne sais pas si vous étiez là, que à la longue, il y a certaines recherches qui montrent que les déchets plastiques qui, qui arrivent à dégrader les zones de frayère, on arrive à les retrouver dans nos assiettes. C'est-à-dire, les poissons que nous mangeons contiennent des microplastiques. D'après certaines recherches, ça reste aussi à vérifier parce que ça nécessite beaucoup vraiment d'expérimentation. Ça nécessite beaucoup d'expérimentation. Mais quelqu'un qui a faim, on ne peut pas l'interdire de manger les poissons. Parce que moi-même, qui suis activiste, je continue à manger et pourtant je sais qu'il y a ces risques-là que dans les poissons, qu'on arrive à retrouver les microplastiques et qu'on doit maintenant agir beaucoup plus en amont. Et on a fait une expérience, on a un programme qu'on a commencé depuis le 22 mars 2024. On, on réalise les derniers samedis du mois, on est censé à identifier une zone de frayère et nettoyer la zone en question. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, nous sommes en train de voir, de constater que au lieu que les déchets diminuent, les déchets sont en train d'augmenter dans les zones en question. Alors nous nous sommes posés, nous nous sommes dit que ça vaut la peine de commencer à réagir en amont. En réagissant en amont, c'est-à-dire on va beaucoup mobiliser les gens, on va les sensibiliser afin qu'ils arrivent à prendre une conscience qui sera collective, afin qu'au lieu de ramasser les déchets dans les lacs, qu'on commence à les stocker, à les gérer depuis les milliers
de la production. C'est ça l'approche auquel nous sommes en train c'est l'approche que nous sommes en train de vouloir mettre en place, mais ça nécessite vraiment un engagement qui est collectif. Et je pense que sur base de l'implication, nous tous, de toutes les parties, les chercheurs, les activistes, les politiques, les hommes d'affaires, on va arriver quand même à répondre à cette préoccupation et à travers la mise en place d'une identité écologique. Parce que c'est sur base de ça qu'on suppose arriver quand même à influencer surtout les bonnes politiques en mobilisant beaucoup plus de personnes. Et pour terminer, parce qu'on a toujours dit que plus nombreux l'on sera, plus d'impact il y aura. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. J'ai vu dans la boîte à commentaires que Monsieur Jaffé voulait apporter aussi son intervention par rapport aux questions du professeur. Jaffé, tu as la parole. Merci, docteur, Madame Gina, pour la parole accordée. Monsieur le professeur, j'espère que vos deux questions sont super pertinentes. Je voulais un peu réagir à vos questions en disant que la RDC, on est congolais, né, grandi au pays. On connaît tout ce qui se passe en RDC. Il y a des textes en RDC, mais finalement, on ne respecte pas. Moi, j'ai été à Goma, j'ai été à Bukavu. Il y a un monsieur qui est intervenu pour dire que la loi autorise que les maisons soient à 100 mètres du lac. Mais moi, j'étais à Bukavu, j'ai vu même des maisons qui sont à moins de mètres du lac. Et si vous entrez à profondeur, vous allez comprendre que ce sont des maisons des politiciens. Et ce sont des gens qui font trop de l'argent là où il y a des ressources vers l'est du pays. Ils sont en train de construire des super maisons. Et c'est compliqué voir des choses pareilles. Alors, pour la population qui sont proches du lac, même s'il y a un problème de la pollution, de poissons, tout ça, ils n'ont pas de super travaux à voir suffisamment à manger. Et ils s'intéressent de ces poissons. Finalement, ils vont toujours manger parce qu'ils n'ont rien à faire, rien que dépendre de ces poissons. Donc, c'est un peu difficile pour trouver des solutions par rapport à ces dossiers. D'abord, c'est un problème de la mentalité et d'aider, c'est un problème de la politique. C'est la politique qui est au centre de toute chose qui fait en sorte que l'histoire n'évolue pas au Congo. Aujourd'hui, un gouverneur peut venir trouver des lois émises par le pays. Lui, quand il vient, il va instruire ses règlements. Or, ce qui a été prévu par les pays pour ses intérêts. Donc, c'est un problème qui a commencé depuis très longtemps. Pour trouver des solutions, il faudra qu'on puisse réfléchir beaucoup pour trouver des solutions. Voilà ce que moi, je peux ajouter comme élément de réponse à vos questions. Merci, Monsieur Jaffé. Puisque vous avez la parole, est-ce que vous aimeriez poser vos questions? Oui, la question que je voulais poser à M. Yannick, c'était une question d'une manière de la dynamique hiérarchique. Là, il a parlé de l'année 2006, 2010 et 2021. Bon, l'année 2021, il dit que la manière dont on voit des plastiques dans le lac, tout ça, ça peut aussi impacter le parc national des Kahuzi-Biega, le PKNB. Je me pose la question, mais c'est deux biotopes différents. Comment la pollution qui se trouve au niveau du lac peut aller jusqu'à à impacter le parc national des Kahuzi-Biega? Merci. C'était ça ma question. Merci, Monsieur Jaffé. Monsieur Yannick. Ah, ok. J'avais même oublié de parler par rapport à ces scénarios. Euh, ceux qui connaissent notamment les lacs Kivu et le parc national de Kahuzi-Biega, on peut arriver à dire que les communautés se trouvent au milieu. Au sud, bon, à l'est, on a les lacs et à l'ouest, hein, on a les parcs. Et ces deux sites en question constituent une source d'opportunités économiques pour les communautés riveraines. Et du côté du lac, quand il y a la pêche qui devient moins productive, les charbons des bois
arrive à attirer beaucoup plus de gens comme source d'opportunités économiques et que la personne qui était, les personnes qui dépendaient, qui avaient comme activité génératrice des revenus, la pêche, arrivent à se transformer en braconniers. Et ça se vit actuellement. Et vraiment, ce n'est pas vraiment une supposition, mais ça se vit actuellement parce que nous sommes en train de remarquer, surtout vers Calais, vers Birava, les gens qui étaient jadis des pêcheurs sont devenus des braconniers. Ils commencent à vendre maintenant les charbons de bois. Pourquoi? Parce que les charbons aussi, pourquoi ils sont attirés par ce commerce aussi? Les charbons qui proviennent du Pan-Kabé arrivent à passer par le lac Kivu pour aller à Bukavu ou soit à Goma. Et les gens qui sont les riverains, les communautés riveraines du lac ont vite remarqué que c'est une activité aussi qui peut les servir comme alternative. Et du coup, actuellement, on arrive vraiment à produire une grande quantité de charbon de bois en provenance du parc national de Kahuzi-Biega et dans les temps, c'est Goma qui arrivait à alimenter, arrivait à s'autosuffire sur la consommation, la production du charbon de bois. Mais actuellement, il y a une grande quantité de charbon de bois qui commence à quitter du Pencabé vers la ville de Goma. Et c'est un phénomène qui arrive vraiment attirer beaucoup plus de pêcheurs à changer, à migrer vers le braconnage au lieu de rester sur l'activité de pêche. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Monsieur Kala, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question, emmener votre commentaire. Ben, un tout grand merci, Madame Gina, c'est ça, je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Non, Merci Gina. aussi à Yannick pour ta présentation qui inspire jusque-là tout le monde à poser beaucoup plus de questions. Mais en fait, moi, je voudrais peut-être avoir quelques précisions parce que vous avez pu évoquer beaucoup de choses, là, les 4 points, sur les 4 points, mais je me suis plus attelé sur les mécanismes de réponse. Alors, sur les mécanismes de réponse, comme vous-même vous les prononcez, je voudrais bien savoir quelques deux mécanismes que vous, M. Yannick, notre formateur de ce soir, préconisez pour donner une réponse durable dans la protection de notre lac. Mais aussi une précision que je voudrais avoir sur la politique des 10 mètres. J'ai entendu, oui, j'ai entendu dire 100 mètres, 10 mètres. Ben, je ne sais pas, entre la RDC et le Rwanda, est-ce qu'il n'y a pas eu un acte de coopération dans la bonne gestion ou la gouvernance du lac? Si seulement le lac est géré par les lois internes de chaque pays, alors que ces deux pays partagent les mêmes ressources, je me dis qu'il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique dans la gouvernance. Parce que quand vous allez bien en droit international, pour tout ce qui est des ressources partagées entre des États, la bonne gouvernance ou la bonne gestion de ces ressources veut à ce que ces deux pays puissent prendre des actes de coopération. Les actes de coopération, comme vous le savez, sont des conventions, sont tout ce que vous connaissez des actes de coopération en droit international. Mais nous évoquons ici la loi nationale, parle de 100 mètres, 10 mètres, les gouverneurs, mais la RDC elle-même n'a pas eu à signer des actes de gestion du lac avec le Rwanda. Si ces actes sont bien connus, merci alors de nous préciser dans ces forums parce que les forums, comme vous le voyez, comme vous constatez, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs. Eh bien, nous autres aussi, comme œuvrant dans les secteurs, nous devions être outillés
par ce genre de formation à ces actes-là. Merci, hein. En tout cas, c'était ça ma préoccupation que je voudrais soumettre. Merci beaucoup, Monsieur Kala. Monsieur Yannick, vous avez la parole. Oui, mais merci beaucoup. Ah, mais c'est cas-là, je suis content hein, de tes contributions et tes différents commentaires. Et je suis sûr que après cette rencontre, vous serez parmi les personnes qui vont nous rejoindre quand même. En parlant de notre contribution, si vous vous référez au troisième point, s'agissant de la dynamique des paix, nous avons énuméré trois points, notamment la conscience collective environnementale, échange d'expériences, opportunités d'apprentissage économique. C'était déjà une réponse à anticiper par rapport à nos perspectives. Et déjà, nous avons commencé par la conscience collective environnementale. Actuellement, à Bukavu, ce n'est pas même à Bukavu. Bon, parlons d'abord à Bukavu. Depuis le 22 mars 2024, nous sommes parvenus à mobiliser plus de 50 organisations qui travaillent bénévolement les derniers samedis du mois sur la sensibilisation et la lutte contre les déchets plastiques euh, dans les lacs Kivu. Et du coup, pour nous, nous ne sommes qu'au début. Et notre perspective est d'arriver, si on peut arriver déjà à réunir autant d'organisations, c'est-à-dire on peut arriver maintenant à influencer des politiques en matière de la gouvernance liée aux déchets plastiques. Et on ne sera pas à mesure de le faire seul. On a besoin des contributions de tout le monde, des acteurs politiques que jusque-là, on n'arrive pas encore à mobiliser. On a besoin des chercheurs. Jusque-là, on arrive quand même à mobiliser quelques chercheurs, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais le plus grand défi, le plus grand challenge, c'est d'arriver à mobiliser les acteurs du secteur privé. Parce que on arrive à récolter chaque dernier samedi en moyenne, on arrive à récolter au moins 2 tonnes de déchets plastiques. Mais il faut qu'il y ait des entreprises qui arrivent à capitaliser ces déchets en question. Il faut que, par exemple, les hôtels, il faut qu'il y ait certaines entreprises qui arrivent quand même à accompagner ces genres d'initiatives. Beaucoup d'organisations, des grandes que nous nous appelons actuellement des organisations fantômes, quand on passe, ils arrivent à créer des histoires autour de nous. Ils savent que nous arrivons à bénéficier beaucoup d'argent en termes de financement. Et nous ne refusons pas. Nous leur, on on leur a toujours dit que oui, nous avons des moyens parce qu'en termes d'action, il y a quelque chose de concret. Et que donc, sur le plan quand même de l'identité écologique, on y travaille et on a besoin de tout le monde. Parce qu'à travers cette identité écologique, on va avoir l'acquisition des champs d'expérience et ensuite, on va créer beaucoup d'opportunités d'apprentissage et économique. Par rapport à la gouvernance, aux lois, aux textes juridiques, c'est pourquoi on a besoin des experts, on a besoin des magistrats qui seront là pour nous aider à sanctionner, à qualifier des crimes écologiques, des crimes environnementaux. On a les Ramsar. C'est Ramsar qui arrive quand même à réunir qui arrive à tabler sur l'aspect juridique par rapport à la gouvernance des eaux humides. Mais quelles sont ces organisations qui sont informées par rapport aux différents textes juridiques? Si on peut, même nous qui sommes en train de travailler sur la conscience collective, là, c'est le point de départ. Mais à un certain moment, on voudra bien comprendre la gouvernance autour de cette ressource partagée. On aura besoin de quelqu'un, des experts qui sont censés à nous expliquer les différents textes et lois qui existent hein, en matière de la gouvernance de cette ressource partagée. Et du coup, au finish, on sera obligé de créer des sources d'opportunités d'apprentissage économique
Et dès qu'on pourra arriver à l'étape de la création d'opportunités euh, d'apprentissage économique, d'opportunités d'apprentissage économique, je vous assure que le problème de la prolifération des déchets plastiques sera résolu. Parce que vous remarquerez même en termes de budget, quel est le budget, que ce soit au niveau des communes, de la ville, de la province, du pays, quel est le budget qui est loué à la gestion de ces déchets? Bon, pour blaguer un peu, il y a une vidéo qui circule actuellement. Quelqu'un qui est nommé DG d'une entreprise de la deuxième grande capitale de l'Afrique, Kinshasa. Mais quand il vous parle des déchets plastiques, il vous dit qu'à travers des déchets plastiques, on peut arriver à produire de l'engrais organique. Ça, ça, vous voulez qu'on arrive vraiment à donner des réponses, des réponses durables à ces grands défis, à ces grands défis. Je pense aussi on doit arriver quand même à travailler sur le mental, les mental de nos gouvernements. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Je vais donner la parole au docteur Mireille Johnson. Merci beaucoup, Gina. Et je tenais à remercier Monsieur Yannick euh, pour sa présentation vraiment intéressante et qui suscite, comme on le voit, beaucoup d'interventions. Et j'ai pas de questions ou préoccupations, mais c'est juste pour renforcer un peu euh, l'idée qu'il a présentée ici d'identité écologique. Parce que ça a toujours été une préoccupation pour moi. Si j'ai bien compris le concept, hein, euh, j'ai toujours pensé qu'il est important que l'on s'approprie vraiment euh, les problèmes liés à notre environnement, les problèmes liés à la nature, les problèmes liés à la biodiversité, etc. Parce que euh, nous sommes les habitants de cet environnement-là, donc on est censé mieux connaître les réalités de, de ce même milieu. Et donc, il est important, comme M. Yannick l'a dit, que les populations ou toutes les parties prenantes pour la gestion de problèmes, particulièrement ici, la pollution de plastique, que depuis le paysan euh, autour du lac jusqu'aux gouvernants, euh, donc le top des tops, c'est le président de la République, ils doivent être capables de comprendre avec des termes simples euh, cette problématique-là. Je pense que c'est la base même des réponses qu'on trouverait à cette problématique. Que chaque personne, chaque individu comprenne avec des termes simples, des mots simples. Et ça, je présume, c'est un gros travail à faire. Euh, on parle des chercheurs, on parle des juristes, on parle de, voilà, un peu tout le monde qui rentrerait dans la danse. Et on devrait pouvoir mettre en place nos concepts qui reflètent bien les réalités dans lesquelles on est. Et donc, l'identité écologique, euh, j'adhère à ce concept-là. Et Monsieur Yannick, j'aimerais bien, même en inbox, si on peut échanger pour euh, mieux comprendre l'idée ou les idées autour de ce concept-là. Je serais ravie de contribuer au développement de ce concept et si je peux apporter une contribution, euh, je serais ravie. Merci beaucoup. Merci, docteur Johnson. Merci beaucoup. Je vais poster l'adresse mail de Monsieur Yannick dans le chat box pour toute personne qui aimerait prendre
la discussion un peu plus loin. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Sawasawa, Monsieur Patrick. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, moi, c'est Patrick Sawasawa. Je suis dans la ville de Goma. En tout cas, je remercie pour la parole à Madame Dina et notre présentateur Yannick. En tout cas, il était clair et professionnel. Et ma préoccupation est celle-ci. Ok, tout le monde qui connaît bien dans la ville de Goma, et il a un sol volcanique. Et vous voyez, et il y a quand il y a des toilettes de la ville de Goma, donc des faux septiques. Et ça se dirige vers le lac Kivu. Donc tous les excréments là, humains, se dirigent vers le lac Kivu. Et après, il y a la population qui veut puiser de l'eau et consomme cette eau-là. Alors, ma grande préoccupation est-ce que quand la population consomme cette eau-là qui est polluée, est-ce qu'il n'y en a pas des effets négatifs pour la population? Et si ça y est, quels sont les mécanismes à faire pour barrer cette pollution? Merci beaucoup. C'est ça ma question. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Monsieur Mutambo, vous avez la parole. Oh, merci beaucoup, Monsieur Patrick, hein. Par rapport vraiment à l'eau qui est polluée par les habitants de Goma. Et on sait que l'eau de la Régie des eaux pour la ville de Goma provient du lac. Vraiment, je crois qu'à un certain moment, on aime une chose et son contraire. Donc, on a la Régie des eaux parce que la Régie des eaux doit nécessairement nous produire une eau de bonne qualité. Et du coup, il arrive quand même à traiter cette eau. Mais le coût du traitement arrive à monter. Et à notre part, on n'arrive pas à voir les retombées de ces comportements, de ces comportements. Mais je pense que si la Régie des eaux arrivait à ajuster sa facture par rapport à son coût de traitement, je vous assure que personne ne pourra plus jeter des déchets ou ne pourra plus jeter ne pourra plus vider euh, ces toilettes dans les lacs Kivu. Parce que la facture elle-même de la Régie des eaux pourra nous contraindre. Je pense que c'est comme ça qu'on doit commencer maintenant à réfléchir. Mais ce qui est drôle, ce sont les déplacés de guerre qui ne sont pas connectés à la ligne des régies des eaux. Ils sont censés aller puiser l'eau directement dans les lacs. C'est par là qu'on arrive vraiment à avoir une prolifération des maladies d'origine hydrique, notamment les choléra, les infections. Et comme ce sont des gagnants, comme ce sont des vulnérables, ils n'ont plus de choix. Mais nous qui avons, qui avons construit des belles maisons sans pour autant avoir de bonnes technologies pour la gestion de nos toilettes, on préfère aller jeter, déverser nos toilettes dans les lacs. Ce n'est pas humain vraiment. C'est ça même l'identité écologique. C'est là où nous sommes en train de vouloir aller. Et je suis content vraiment de la position de Madame Docteur parce que déjà, elle est partante. Si on peut avoir 20 ou 50 personnes, il peut arriver vraiment à se joindre à nous. Ça pourra nous aider vraiment à sensibiliser beaucoup plus de gens et répondre vraiment à ces grands défis auxquels nous faisons face. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Monsieur Abalo, Monsieur, Madame Abalo, vous avez... Merci. C'est Owanou Abalo, c'est monsieur. Vous me recevez depuis le Bénin et ravi d'être à ce grand rendez-vous. Et je salue monsieur Yannick
pour sa présentation. Madame Isaka, merci de m'avoir donné la parole. Je n'ai pas suivi la communication dès le début, mais je vous ai rejoint après. Et en entendant, en écoutant les différents intervenants, j'ai cru croire que, ou j'ai cru comprendre que déjà la RDC fait frontière avec le Rwanda, et le Rwanda constitue une référence, en tout cas un bon exemple pour la RDC. Ma première préoccupation, pourquoi ne pas se baser sur les méthodes, les pratiques, les manières de faire des Rwandais pour pouvoir implémenter cela en RDC et corriger le tir? C'est là que je me pose la question, est-ce que le problème est politique? Est-ce que le problème est social? Est-ce que le problème est économique? Mais moi-même, en faisant mes analyses, je me dis déjà, parce que je ne suis jamais venu en RDC pour voir, particulièrement dans la zone de Kivu, pour comprendre clairement ce qui se passe. Mais déjà, ce que j'écoute, ce que j'entends, je me dis que le problème est au niveau économique. Parce que si un politique s'installe au bord du lac, on peut voter des lois, on peut prendre des décisions. Et là, si on vote les lois, on prend des décisions, ça lui permettra de ne plus être là, de respecter les 100 mètres, ou plus que ça. Maintenant, s'il respecte, est-ce que c'est ce politique qui est à la base de toute la pollution au niveau de lac? Ça, c'est ma préoccupation. C'est la société. Si la société est à la base, si la population est à la base, est-ce ne pas trouver une alternative, c'est-à-dire un plan B pour leurs besoins économiques? C'est là que je reviens que sur mes trois thématiques politiques, sociales et économiques, le problème se trouve au niveau de l'économie. Vous avez parlé d'un DG qui se basait sur le plastique et tout ça pour faire. Ça veut dire que c'est déjà économique. Si on trouve d'alternatives, un plan B pour que ces personnes au niveau économique puissent en tout cas trouver leurs revenus au détriment de ceux qui devaient faire polluer l'eau et polluer le lac, pour moi, en tout cas sans se rendre sur le terrain, à distance, je me dis qu'on aurait déjà corrigé quelque chose. Et n'oublions pas le Rwanda qui est à côté pour vraiment se baser sur leurs tests et faire mieux. Donc, voilà un peu, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, contribution et aussi des interrogations que j'ai soulevées. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur Abalo. Monsieur Yannick, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, peut-être je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à l'intervention de M. Abalo, vraiment. Moi, personnellement, vivant à Bukavu, vivant dans la région, je ne dirais pas que c'est un problème économique du fait que les pollueurs, ce sont les gens, la majorité ont vraiment un pouvoir économique. Mais la mentalité est le problème est beaucoup plus sur la mentalité. C'est-à-dire, c'est un problème, c'est un défi. Moi, je n'aime pas vraiment utiliser le terme problème, c'est un défi qui est sociologique. Et c'est sur base la création de l'identité écologique qu'on peut arriver à répondre à qu'on peut arriver à répondre à cette préoccupation. Parce que vous remarquerez que les politiciens qui viennent construire, qui viennent occuper les 10 mètres des rives, il a des moyens. Mais il arrive à occuper les rives en question, il arrive à construire sa maison, et les pêcheurs qui dépendent de ces rives en question sont en train d'observer seulement. Et si on avait une bonne mentalité, si on avait déjà une bonne identité écologique, on devrait barrer la route à ces politiciens qui viennent menacer notre survie. Et c'est-à-dire, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème politique parce qu'il y a des textes, il y a des lois, c'est un problème vraiment pour la région, c'est un problème sociologique. On doit jouer sur la mentalité des gens. Et on a toujours dit qu'en termes de changement climatique, de dégradation de l'environnement, les communautés pauvres, ce sont eux qui sont beaucoup plus impactés par les changements climatiques.
Et que si l'on arrivait à comprendre cela, si les communautés que nous représentons arrivaient à voir cela, on peut arriver quand même à barrer la route à tous ces acteurs qui viennent menacer notre survie. Et Si vous me permettez. par rapport aux expériences, c'est ça, au fait. Si vous avez lu la dynamique, les diapos qui est affiché là, après la conscience collective environnementale, nous avons maintenant les champs d'expérience. Parce on ne peut pas prendre conscience, on ne peut pas vouloir échanger d'expérience avec une autre catégorie de gens sans pour autant qu'on arrive vraiment à prendre conscience de la situation que nous traversons. Merci. Merci, Monsieur Yannick. Monsieur Abalo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Si je retiens très bien, je suis parfaitement d'accord avec M. Yannick sur la décision, en tout cas si le niveau de la politique est réglé et si la population est sensibilisée, je me dis, les trois niveaux, politique, économique et social, il faudrait que du côté de l'économie, pour que la population puisse trouver d'alternatives. S'ils sont sensibilisés, d'abord, d'entrée, si, je me dis, si nous nous approchons de ces populations, ils savent bien que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ils le savent. Mais maintenant, vu qu'ils sont dans un contexte où ils n'ont pas de quoi vivre ou bien d'autres alternatives pour vraiment avoir le quotidien, ils sont obligés de se lancer là-dedans. La politique, les décisions politiques pourraient maintenant éviter à ce que ces politiciens viennent s'installer au bord du lac et d'autres personnes aussi néanties, tout ça, ou même non néanties. Ils vont pouvoir se mettre loin du lac. Mais quand ils vont le faire, quand cette partie est finie, il faudrait leur trouver un plan B pour qu'ils vont se baser sur ça, pour ne plus aller faire ce qu'ils savent déjà, mais à défaut, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont plus d'autres moyens, ils vont se lancer. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec M. Yannick, avec tous les intervenants. Mais prenons aussi le cas du Rwanda qui est à côté. Comment ils ont fait pour que la population puisse être vraiment à ce niveau, puisse être une référence? Prenons leur exemple, parce que nous sommes tous, je crois bien que la RDC, le Rwanda, c'est presque les mêmes ethnies, partagent les mêmes ethnies. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je me dis déjà, quand ils sont frontaliers, des pays frontaliers, ils doivent partager les mêmes cultures. Pourquoi ne pas ramener, en tout cas adapter ce que se fait au Rwanda en RDC pour corriger le tir? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abalo. Monsieur Yannick, un commentaire? Vraiment, je n'ai pas des commentaires, mais je suis satisfait de la contribution de M. Abalo. Je pense que c'est quelqu'un, par rapport à cette thématique, qu'on doit chercher à tout prix maintenir, et toute personne qui voudrait bien continuer à, à contribuer pour la construction de pour l'amélioration de notre concept, il est le bienvenu. Parce que ce n'est pas seulement une présentation, mais c'est une présentation qui vous montre ce que nous sommes en train de faire déjà. C'est déjà une dynamique qui est mise en place, à laquelle vraiment on aimerait des contributions et des différentes collaborations du nord et sud, de l'est à l'ouest. Merci. Levez la parole à lien ouvert. Je ne sais pas qui c'est, mais vous avez la parole. Oui, merci Madame Gina, je pense que c'est moi. Alors, c'est Josué Ngombe. J'ai suivi avec attention les réactions et je félicite beaucoup l'orateur pour les réponses très claires. Alors, je vais rapidement aller je crois, trois petites questions que j'ai parce que le sujet est vraiment très intéressant. Alors, Monsieur Yannick, je vous ai entendu parler des phytoplanctons que je considère comme maillon producteur. Je vous ai entendu parler des poissons ou encore des hommes que je considère comme consommateurs. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui constituerait les maillots décomposeurs dans cette chaîne trophique. Là, c'est ma première préoccupation. Ou encore, s'il faut rester seulement dans le biotope lac, s'il faudrait prendre phytoplancton comme producteur, s'il faudrait prendre poisson comme consommateur, qu'est-ce qui serait décomposeur? Ma deuxième préoccupation, c'est que je vous ai entendu dire ceci. Il y a corrélation entre prolifération des déchets plastiques dans les zones de frayère et la surexploitation.
J'aimerais savoir comment vous expliquez cette corrélation. Comment est-ce que la prolifération des déchets plastiques dans les zones de frayère plutôt, peut entraîner la surexploitation? Et puis ma dernière question, c'est que, étant donné que les déchets plastiques sont non biodégradables, j'aimerais savoir comment est-ce que elle affecte concrètement la faune du lac Kivu. Voilà un peu mes 3 petites questions pour cette soirée. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Monsieur Yannick? Oui, merci beaucoup. On dirait que tu es biologiste ou quoi? Non, en fait, les concepts que Ah, ok. j'ai fait la gestion des ressources Espérons que naturelles. tu as au moins la moitié de la réponse à chaque question. Bon, je vais, je vais commencer par la toute dernière, des déchets plastiques à la dégradation de la faune aquatique. Bon, les déchets plastiques, notamment les bouteilles, les sachets, arrivent quand même à occuper un, un espace, hein, vraiment arrivent à occuper un espace dans les zones de reproduction des poissons. Et quand les poissons viennent pondre les œufs, au lieu que les œufs arrivent à s'ajuster dans la végétation, ce sont les plastiques qui contribuent directement je dirais, les berceaux des œufs de ces poissons. Et du coup, il n'y a pas vraiment la, le développement, si on peut dire, si c'est la métamorphose ou le développement de ces poissons-là. Et du coup, on n'arrive pas maintenant à voir la multiplication des poissons dans ces sites-là. Et quand il n'y a pas de multiplication, comprenez qu'il y aura la rareté. Et quand il y a la rareté, le peu de zones qui arrivent à être productifs, la baie qui arrive à être productive, il y aura des migrations. Un bon nombre de pêcheurs vont migrer, vont aller tous se concentrer dans la zone qui arrive à produire beaucoup plus de poissons. Et là, on peut parler de la surexploitation. C'est dans ce sens-là qu'il y aurait une corrélation entre la prolifération des déchets plastiques et la dégradation de ces zones en question et la baisse, la surexploitation et la baisse de la production. Bon, par rapport à une autre question, il est vraiment phytoplancton, poissons, zone de frayère. Nous nous sommes focalisés sur les sambazas, qui est une espèce qui a été introduite dans les lacs Kivu. C'est une espèce qui est venue du lac Tanganyika vers le lac Kivu. C'est-à-dire, en avance, les chercheurs avaient vu qu'il y avait une écologie qui permettrait la multiplication de cette espèce en question. Et sur le plan écologique, on a la nourriture, notamment la nourriture, parce que pour mieux se développer, on doit manger, et que donc les poissons arrivent quand même à trouver de quoi manger dans la, la, la zone en question. Mais il y a un seuil par rapport au plancton. Si, par exemple, il arrive quand même à avoir une, une augmentation, une très grande quantité de phytoplancton, ça peut aussi impacter à la production des poissons en question. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, mais d'une manière générale, par rapport à la baisse de production, comprenez que la prolifération des déchets plastiques impacte sur la dégradation des maternités des poissons. Et quand il y a diminution des maternités des poissons, il y a baisse de production. Et quand il y a baisse de la production, il y a aussi la rareté du produit sur le marché. Et quand il y a la rareté du produit sur le marché, il y a l'insécurité alimentaire. C'est ça, en fait, le scénario. Donc, Merci. je ne sais pas si, Monsieur Yannick, vous avez un mot de fin. Mon tout dernier mot est quand même, euh,
remercier tous les participants, mais aussi aux organisateurs qui continuent quand même à nous offrir cet espace d'échange et des raisonnements. Mais j'aimerais que notre présentation ne passe pas inaperçue et que on saura que la présentation n'est pas passée inaperçue quand on remarquera qu'il y a des nouvelles personnes, des nouvelles organisations qui s'engagent qui arrivent à intégrer notre dynamique. Et notre dynamique ne se limite pas au niveau de la ville de Bukavu entre Rwanda et Burundi. Nous sommes en train de travailler aussi sur la même problématique par rapport à la gouvernance du fleuve Congo, surtout entre la ville de Kinshasa et le Congo-Brazza. Nous sommes en train déjà de planifier quelque chose qu'on pourra mettre en place ici là. Et je pense que pour ceux qui se trouvent à Kinshasa, ne croyez pas que vous aurez du mal à rejoindre cette dynamique. Et en termes d'action, dès qu'on pourra commencer à faire des actions au niveau entre Kinshasa et le Congo-Brazza, je suis sûr que vous serez là, comme nous le faisons déjà au niveau des Bukavu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Merci à tout le monde et bonne soirée. Et à la prochaine.